Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on poursuit ce segment qui est présenté par Revenu Québec à l'occasion de l'événement international Tax Co-op en compagnie de deux experts en administration fiscale qui vont nous parler depuis l'Europe. Je suis Karina Lehoux et je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle qui s'annonce enrichissante et interactive. Et d'ailleurs, parce qu'on souhaite que la prochaine heure soit interactive, on aimerait vous entendre sur ce que vous a inspiré la présentation précédente si vous étiez avec nous. Voici donc deux questions auxquelles vous pouvez répondre sur les forums de discussion qui sont accessibles sur la plateforme de l'événement. La première, selon vous, quelles devraient être les priorités des administrations fiscales de demain? Et la deuxième, quelles initiatives déployées par des administrations fiscales vous semblent les plus prometteuses? On a hâte de vous lire, de vous entendre. Dans un instant, je serai en compagnie de M. Jeffrey Owens et puis de Mme Emmanuelle Declaire. Chacun d'eux prendra le temps d'exposer son point de vue sur les technologies émergentes et la façon dont ces technologies peuvent influencer la fiscalité et les pratiques des administrations fiscales. Après leurs exposés, nous serons en direct avec vous pour répondre à vos questions. Vous pouvez donc utilisez la plateforme pour vous nous transmettre durant leur présentation vos questions et commentaires en français ou en anglais. Sur ce, on entre dans le vif du sujet. Notre premier invité nous parle de Vienne, en Autriche. Il s'agit du professeur Jeffrey Owens. Il est expert comptable et économiste, directeur du Global Tax Policy Center à Vienne, à l'Institut de droit fiscal autrichien et international. Et en plus de sa carrière académique, Jeffrey Owens est conseiller principal en matière de politique auprès du vice-président mondial de la fiscalité chez EY. Il est également conseiller principal du Comité fiscal des Nations unies, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, auprès de la Banque interaméricaine de développement et j'en passe. Ajoutons que Jeffrey Owens a dirigé le Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE de 2001 à 2012 et a jeté les bases des travaux du BEPS. Il est avec nous, Jeffrey Owens. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Je suis bien et bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous, oui. Alors, on vous écoute dans les prochaines minutes. Votre présentation sera en anglais et on vous retrouve un petit peu plus tard pour la période de questions. Donc, à vous. Oh, merci beaucoup. Donc, je parle en anglais parce que c'est mieux, n'est-ce pas, pour moi. I'm going to take about 15 to 20 minutes to talk a little bit about how I would see technology changing the way that tax administrations interact with taxpayers, yes? And I think what's important here is that there are two ways you can approach this question. One is you can adapt. You're going to talk about how do tax administrations, how do they adapt to this technology, yes? How do they use the technology? Or, and that's really the interesting part, is how can you use this technology to transform completely the way that tax systems operate? Yeah, I'll be talking quite a lot about blockchain, so I want to spend a few moments explaining what I mean by that. There's a lot of hype about blockchain, but I think what I've seen over the last year is that governments and business are beginning to recognize that this technology can be transformational. Yeah. That it can actually change the way that business and governments approach taxation. Yes, and I think what we've seen is that the internet is rapidly evolving from a medium for information exchange to a tool for value exchange. The Internet of Value, driven by blockchain and digital currencies, is enabling peer-to-peer commerce on a global scale, finding, accessing, transacting, paying, settling with counterparts worldwide is now becoming frictionless. And although it started all with with currencies, blockchain, in fact, has quickly become acknowledged as one of the most important breakthroughs for advancing global trade. And you can see that from the fact that the World Customs Organization has actually launched a number of programs looking at how can blockchain become a facilitator of trade, how can it reduce barriers to trade, and that's particularly important in the current environment where in fact trade is being held back by debates about debates between the United States and China and other countries. So I think it's a technology in fact that we need to actually embrace. Tax people need to embrace. Blockchain enthusiasts they see a brave new world in which technology actually enables companies, both large companies and small companies, to build businesses without relying on intermediaries. These businesses are digital nomads, existing only in the cloud, and are rapidly growing in both developed, developing, and economies in transition.
The new blockchain-based business models, they rely on computer codes uploaded on tens of thousands of servers around the globe that work together and enable everyone to exchange information and payments immediately, directly, securely, and at low cost. Rather than trusting the intermediaries, large banks, for example, these firms and their customers, they trust the software, which is transparent and available for all to inspect. The traditional functions of an intermediary are taken over by the shared distributed set of computer codes running autonomously in the cloud. And the rapid rise of digital commerce will fuel this trend. I'll give you some figures. Amazon and Alibaba, they alone now account for 200 billion in sales each year. And since the COVID crisis, they've seen their sales turnover increase by 40%. And I expect that that trend is going to continue. Yep. So in a sense, all businesses today are affected by digitalization. But I think it's particularly important for the small and medium-sized enterprises to recognize that these technologies offer them, small companies, whether they're in Quebec, whether in the United States, whether in Europe, to actually go global, yes? Because in traditional markets, multinational enterprises and financial institutions play a significant role in ensuring compliance with a range of regulations, whether they're tax regulations, financial regulations, investment regulations. Yes? But with the emerging blockchain business model, SMEs can bypass these intermediaries and organize peer-to-peer networks rather than around a central entity. Now, it's unclear how compliance with regulations and tax compliance will work in this new environment, but I'm convinced that just as the technology is challenging from this aspect, it will also bring forward new solutions. And if you look at it from the perspective of government, these technologies offer a new approach to achieving better tax compliance. And the key thing here is it enables tax compliance to move into real-time compliance. No longer will government's tax administrations have to wait for 5 years between the time that a company earned the profit and they settle their tax payments. It can be done instantaneously. And I think what that does is to reduce the administrative and the compliance cost. So trust and transparency then are the hallmarks of blockchain solutions. And maybe this is just what tax needs at the present time. More trust, more transparency. So designing compliance into the fabric of this new blockchain technology will offer automation, will offer transparency, and the assurance of compliance with clear-cut rules. Blockchain-based businesses provide a unique opportunity to rethink the nature of compliance, potentially moving away from the traditional regime of periodic payments and reporting, in which audit are the main enforcement mechanism, to a real-time flow payments, and information which is automatically monitored and controlled and which is built into the system itself. Yeah? I think that sounds like a dream, but actually it's a reality. And you can look at countries as diverse as Russia, Singapore, China, Rwanda, Estonia. That's where they are today. And if these countries can do it, other countries can do this as well, yes? So it's an exciting possibility that we have here. And the other thing I think that's interesting, and I'm sure that Emmanuel is going to talk about this, is the way, in fact, that tax administrations can use artificial intelligence, yes? Because artificial intelligence can help achieve compliance, better compliance, with more detailed information flowing through the tax administration in real time. Artificial intelligence technologies will be able to use this information to determine what are the potential income tax liabilities, not only at the domestic level, but also at the international level. Just look at the way that our current withholding taxes operate on cross-border portfolio flows. It's archaic, it's old, it's distortionary, yeah? And it doesn't even ensure good compliance. Imagine if we had a blockchain-based system. That would change completely. Or look at the way that we currently deal with tax disputes, cross-border tax disputes under the mutual agreement procedures. Again, very little technology is used that, but technology, in fact, technical platforms, they can improve the dialogue between the competent authorities. They can improve the dialogue between the competent authorities and taxpayers. They can manage the processes. So again, those are two examples, in fact, of how technologies can improve the functioning of our current systems. The tax administrations, then, what they need to do to take advantage of these technologies, they need to seek scenarios that integrate the existing technologies, those that are coming on stream,
with their vision of how they want to operate digital compliances and designing the systems in such a way that it becomes a natural part of the process by which business operates. Yeah, and that's always a good principle in the tax area. You try to build on what business does because that not just ensures good compliance, it minimizes the compliance costs, for the businesses. And effectively, I think what the type of world that we're moving into, a world where you have these technologies, where you have tax administrations that have access to much more information, what that does is it enables them to have better risk management. And that's a key function for any tax administration. When you're short of resources, when your government is asking you to do more with less, if you can actually direct those scarce resources to the high risk area, that's a very effective way of using them. And that's what happens when you combine access to information with technology that can enable you to say this is a high risk company, or this is a low risk company. Yeah. So it's a very exciting development, and I think actually this risk management approach is eventually going to lead to what I call the Michelin Guide to taxpayers. Yes, that taxpayers will be classified as what I call the good, the bad, and the ugly. Yeah, for the good there'll be minimum interference, minimum audit. Yeah, for the ugly there'll be a focused approach to ensure that they actually are made to comply. Yeah. And I wanted to focus for the next few minutes on two examples of how these technologies can help us to resolve two issues that have plagued our societies for the last 40 years. Yes? The first is informality and the reliance on cash. Yes, because we all know that if you have informality, it becomes much more difficult to operate your tax systems. Yes, so how can we use these new technologies then to move away from a cash society to a cashless society, to encourage households and companies to move from the informal sector to the formal sector? Yes, because if we can do that, it's a very effective way of counteracting not just tax evasion, but money laundering, bribery, and corruption. Yes. Again, is this a dream? No, it's not. Some countries are moving in this direction. I mean, countries as diverse as China, Kenya, India, Sweden, all of these countries, in fact, are very much at the threshold of eliminating cash. I mean, I spent 2 weeks last year in China. I did not see anybody using cash, from 5-year-old kids to 80-year-old adults. Yes? Even the beggars on the streets, they weren't using cash, they were using QR codes. Yes, so it shows it can be done. Yeah. If we want. And I think that's an attractive thing from a tax perspective, because we know that many of the problems that our tax administrations face in this area are because, in fact, of a reliance on cash, because taxpayers prefer to be in the informal rather than the formal economy. Yes, so I think it's a good example of how tax administrations can be at the forefront of this and encourage governments, in fact, to promote the move from a cash economy to a cashless economy, to promote the move, in fact, from informality to formality. And again, I think this should influence the way that we look at some of the debate that's currently going on the role of platforms. Companies such as Airbnb or Uber. Because I think when tax administrations first looked at these companies, all they saw was a challenge, a risk. Yeah, how are they going to get the information? How are they going to apply their value-added taxes? How are they going to apply their Social Security? How are they going to apply their corporate income taxes? But I think what we've seen over the last year, primarily due to the debate that the OECD has been leading, is that actually these companies, these platforms, offer us an opportunity to encourage the move from cash to a cashless economy. Because whether you're talking about the taxi trade, whether you're talking about bread and breakfasts, these were areas where cash was king. Now, in fact, that's not the case. And as long as we can get access to the information that these companies have, and that is happening as we speak, it's happening, yeah, then it's going to be much easier for tax administrations, in fact, to ensure that the people that use these services, that the drivers or the people that rent out their accommodation, are in fact meeting their tax obligations. So that's one example, I think, of showing how technology can address an issue that has really plagued our tax systems for very many years. The second example I want to talk about is the whole issue of growing inequalities in income and wealth. Now, few will deny that when you look around the world today, almost every country is experiencing increases in inequality. Our countries are growing unequal. Yeah, this is not just a moral or a social issue; it's also an economic issue.
And you can see that by looking at work that's been done by the IMF or the OECD, pretty hard nut organizations. Because what that work has shown is that increases in inequality actually are bad for our economies. Why is that? Because they break up social cohesion. And if you haven't got social cohesion, it's very difficult to get a buy-in from citizens to structural policies that will improve the long-term growth perspective. Yeah. So today, in fact, we continue to have the moral and the social arguments in favor of doing something about inequalities, but we also have the economic. And governments, they do have the power, if they have the will, they have the power to reverse these trends by using their education systems, by using social benefits, by having minimum wage. All of these can help. But taxes have a role to play here. And here again is where technology comes in, because traditionally the taxes that have been used to reduce inequalities, whether we talk about net wealth taxes, inheritance taxes, or capital gains taxes, the argument against these taxes, it's just too difficult. Yeah. It's just too difficult. Well, today, with the revolution that we've had on tax transparency, again, largely led by the OECD, and with the technologies that is coming in, these traditional arguments against these taxes are no longer relevant. Yes, so we must look. In fact, we must reassess the role that these taxes can play in reducing inequalities. And I'll give you one example. When you're looking at offshore non-compliance, high net worth individuals, politically exposed persons, using offshore accounts to evade their tax responsibilities or to hide the money that they've laundered from their countries. The big problem that we face when we're trying to deal with offshore non-compliance is, how do we know who owns the opaque vehicles, the trusts, the limited liability partnerships, the foundations, the holding companies? We need to know who are the people that actually own these vehicles. And that's where things like blockchain can come in, because if you can construct registries at a national level based on blockchain, which is updated, which have good information, which are publicly accessible, that I think is going to be a very effective way of trying to identify these people that want to hide behind these veils so that they don't have to meet their tax obligations. And if we can do that at the national level, the technology would also enable us to do it at the global level. Yes, so that's just one example of how, in fact, technologies can help us address the issue of inequalities. Yes? So I want to just finish by talking about two things. One is the whole issue of, well, what do we do? What does the tax administration do? What does the tax administration need to do to fully exploit these new technologies? The first thing I always say is that, technology, it's not a silver bullet. Yeah, it can help, but it can't do everything. So I think there are 10 things that tax administrations have to think about, governments have to think about when they move into digitalize their tax administrations. The first thing is, be clear about the problems that you want the technology to solve. Is it compliance? Is it service? Is it both? Yeah. The second thing is, recognize that the technologies themselves will never change a bad tax system into a good tax system. The third thing is, you need to review your existing legislations and procedures. You need actually to ask yourself, are the rules that we have in place today that we've developed in an analog age, are these rules, do we need them? Do we need all the compliance and the reporting requirements? And I suspect if you ask that question, the answer will be probably not. Some of them, yes, we will need, but many of them we can get rid of. So declutter the system. This is something that Chris Jordan, the Australian commissioner, once said. Declutter the system before you begin introducing the new technologies. And for the legislation that you need to keep, ask yourself, or rather say, this legislation was developed in an analog age. Does it work in a digital age? And I suspect the answer would be no, so you need to rewrite it. Yeah. The fourth thing that you need to do, and this is something I think that often gets forgotten, you need to recognize that at the end of the day, the success of any digitalization program will depend upon people. Yep. Are you able to carry your staff with you? Do they have the right profile that they need to work in a digital age? Yes? And if they don't, what do you do? Yeah. How do you bring on the next generation of people, in fact, that have these things? Because these cultural factors, I think, are the key to the success of any digitalization program in a tax administration. A fifth thing that you need to do, you need to ensure that you have the budget to actually not just finance just the initial investment, but to run the system over the number of years. Yes?
And that's really important. And then sixth thing is you need a public information campaign. You need to carry citizens with you to explain to them at every stage what's going to happen, to reassure them that this is going to lead to not more work for them, but less work. It's going to make tax paying easy. Yeah, something that we all want to do. Yeah. And then linked to that is the seventh factor that you need to take into account: engagement with the private sector, with multinational enterprises, with small enterprises, with technology companies, and with advisors. Because these people, they understand what's happening today, not what happened yesterday, but what's happening today. And if you can get them on your side, they can be a real powerful voice, in fact, to promote change. So that's very important. And then I think the other thing that tends to get forgotten, when you're developing new technical platforms for tax administrations, you need to ask, are these compatible with the platforms that other law enforcement agencies have? Are they interoperable with, for example, the platforms of the financial intelligence units? Do they work with the customs units? Do they work with Social Security? Yeah, and that's difficult to achieve. But if you can, it means you can have a complete seamless exchange of information between these different government departments. And then linked to that is a ninth thing that I think needs to be taken into account. A little bit more difficult, but it's worth trying to do. Can we actually put in place a unique digital legal identifier? If you ask yourself, why has Estonia been so successful on digitalizing the whole country? It's because they started out by saying we will have one little card that people get when they're born and that they use for every transaction with government, including on the tax side. Yeah, so a digital legal identifier, I think, is a key factor. And then lastly, and this means I bring my academic hat on here, it's worthwhile encouraging universities to actually put on courses that are not just producing good tax lawyers or good tax administrators, that are producing also people that understand technology. Yeah, I always say to my students is, if you want a successful career in the tax area today, you have to have three things. You still have to be a good tax lawyer, but you have to understand tax policy, and you have to understand the technology. Yeah, and if you got those three things, either you're not going to have a job, or you're going to have one hell of a boring job in tax. Yeah, so let's have more courses, in fact, that are bringing together tax and technology. And I'll get a little bit of an advert here because, in fact, in Vienna this week, we're just launching an LMM course on tax and technology. It was not easy getting different parts of a university to come together, but we've got it. And I would encourage you to have a look at our website and to see how that could work. And other universities, particularly in France and in Canada, I think they should look at that. And then to talk a little bit about the tax policy challenges. I mean, I've talked a lot about the tax administration, but I think these technologies are also opening up enormous opportunities for tax policy. What do I mean by that? Just think of the capacity of these technologies, big data, the access to information that we have. All of that now means that we can model future tax reforms. We can actually say, if we did this, what would be the effect? That's something that we didn't have the capacity to do in the recent past. And even more important, we can go back and we can ask, did the tax reforms achieve their objectives? Something that politicians don't like and very few countries do, yes? So the process of tax reform is going to change. A second thing is that these technologies are going to open up new tax bases, yes? I mean, the whole debate that you've had on, is data now perhaps the most valuable resource that a company has? Yeah, if it is, perhaps you should tax it. Or as the Economist once said, data is the new oil. Yeah, so maybe there's a new tax base that we have there. Yeah. Secondly, I think is the debate that was launched by Bill Gates over 3 years ago of should we begin taxing robots? Sounds a wacko idea, yeah. But when you think about what's happening here, perhaps it's something we should discuss. Myself, we've done a lot of work on this, and I still can't decide is it a good thing or a bad thing. But I think it's something that is worth discussing both in academia and in businesses. And the third thing is that what about activities in space? Yeah, I mean, we've seen, I think we're on the brink of a real transition here where space will become an economic environment. Yeah, if that's the case, let's think about taxing it now. Yeah. I know some people would not like that, but it's good to think that. And then finally, I think these technologies opened up new ways of designing environmental taxes, smart environmental taxes. So there's a lot of new tax bases that are opening up. A third thing I think on the tax policy side is that
we will be able to use these technologies, in fact, to redesign the way we tax wealth and capital. And I mentioned that a little bit earlier, yes. And then finally, and this may sound counterintuitive, but I think the countries, in fact, that digitalize their tax administration, one of the things that they achieve, perhaps without even recognizing it or intending it, is they make their countries more competitive, yeah? Because you can provide a better service, you can minimize the compliance costs, yes? So see digitalization as a way, in fact, of competing for foreign direct investment, for these digital nomads that I refer to, yes? A very effective way of competing, yes? But there are challenges from a tax policy perspective, particularly in terms of the way that these technologies challenge some of our existing concepts. For example, the difference between the employee and self-employed, the debate that you have on Uber, for example, the difference between a corporate entity and a non-corporate entity, the distinction between services and goods, because traditionally services and goods, they were quite completely separate. Today, in a digital environment, they're packages. I mean, you offer a package to a company, not just to buy the engine, but to monitor the engine and to service it as well, yeah? And also the debate that's going on at the OECD, the difference between source and residence country. How do you determine what is the source of the residency of a 3D printing product, yeah? It's very difficult, yeah? So there are some challenges that are raised, by these technologies of tax policy, but I'm convinced that the opportunities, in fact, outweigh the challenges. And then to finish by talking a little bit about tax administration, and I want to give you a vision. Now, I know, there was a German that said, if you have a vision, go to see an optician, yeah? But I think in the tax world, sometimes we're not very good at dreaming. So this is my vision of where I would see tax administrations be in 5-10 years' time. Yeah, but the first thing that's going to happen is many of the traditional functions are going to be outsourced to technical companies, outsourced to tax intermediaries. I don't mean just the collection. I actually mean the assessment process. That may sound very dramatic, yeah, but when you think about these technologies, they have the capacity to do that assessment perhaps better than the tax administration. The second change, and this again is perhaps quite a transformational change, is tax administrations, they'll become certifiers of systems, rather than verifiers of outcome. So I say to you, I've looked at your tax control framework, I like it, I'm convinced it's going to produce the right results, yeah? So I'm not going to be interested in doing the audit. I may not even be interested in having invoices, yes, because I have confidence that your system is going to give me what I need, what I think I deserve as well. Yeah, so that's quite a dramatic change. And I think linked to that will be that the technologies will enable tax administrations to have direct access into the accounts of companies, not the whole accounts, but to the relevant parts. Yes? And that will enable them to have micro data flowing on a daily basis from the taxpayer to the tax administration. And that data can then be used to determine the VAT, to determine payroll taxes, to determine income taxes, to determine corporate income taxes as well. Yeah, it's coming. It will raise some issues about confidentiality, but I think that's the way we're moving. Yeah. And to me, it's a trend, in fact, that we should probably be encouraging. Yes. The other thing I think is the role of auditors. I mean, there's been a lot of debate on the role of auditors over the last 2 years. With a lot of companies being criticized, a lot of intermediaries being criticized. But I think one of the things that has not yet been discussed is that in this new world, perhaps auditors, external auditors, they should also be responsible for verifying the robustness of the tax control framework that companies have in place. Yes? A new function, an exciting function. And I think that links in to the whole sort of development that we're currently seeing of slowly taxes moving into the boardroom. Yeah? It's no longer the tax director that decides on the tax strategy. It's the board. And that's where it should be. Because tax, in fact, it's not just a question of how much you pay. It's an impact on your also on your reputation. Yes, so I think these are some of the changes that are coming here, and then perhaps lastly, I think we'll see, in fact, that there will be much more integration between different government departments as well. I'm coming to the end of my presentation. My message to you today is it's going to be a great 21st century for tax administrations as long as we can dream and dream together. Business, government, households, we have the same interest at heart. We want our countries to grow. We want our tax bases to grow. So let's dream together. Thank you very much.
Merci beaucoup, Jeffrey Owens, et on aura l'occasion d'aborder certainement quelques-uns des thèmes dans la période de questions dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on se déplace du côté de la France, à Lille plus particulièrement, d'où nous parle notre prochain invité, professeur Emmanuel Degler, est avec nous. Elle est professeure associée en droit et fiscalité à l'EDEC Business School. Avocate de formation, elle enseigne depuis plus de 10 ans le droit et la fiscalité avec un style pédagogique très personnel qui a été développé au fil des années pour répondre à la fois aux besoins spécifiques des étudiants de première année comme aux attentes de professionnels, quel que soit leur métier. Elle est membre de l'EDEC Augmented Law Institute, où elle s'intéresse à l'impact des nouvelles technologies sur la matière fiscale, dont entre autres les conséquences fiscales de la digitalisation de l'économie, avec un focus sur la taxation des données. Emmanuel Degler, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est partagé et on vous laisse toute la place pour votre présentation. À vous. Merci. Alors moi, je souhaitais rebondir sur l'intervention de Jeffrey et prendre un axe un tout petit peu différent et un focus intelligence artificielle. Donc, je souhaiterais voir avec vous quel peut être l'intérêt de l'intelligence artificielle si on la met au service de l'impôt. Alors, avant de démarrer, je souhaiterais aborder des petites précisions de vocabulaire et de concepts. L'intelligence artificielle est un vocable souvent utilisé qui regroupe en réalité beaucoup de fantasmes. De quoi s'agit-il en vrai? De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'intelligence artificielle? Il existe des notions proches, telles que la notion d'algorithme. On pense aussi au machine learning. Alors, quelle différence entre l'intelligence artificielle, le machine learning? C'est quoi un robot? On parle également, et là c'est plus juridique, de décision entièrement automatisée. Donc, comment un robot peut-il prendre une décision entièrement automatisée? Et bien sûr, tout cela à partir de data mining, c'est-à-dire comment peut-on creuser les données pour en extraire de la substance. Alors, de façon à présenter ces différents éléments, eh bien, je vous propose de les prendre par ordre. Et on commencera par un exemple très simple. Qu'est-ce qu'une calculatrice? Est-ce qu'on peut considérer qu'une calculatrice, c'est de l'intelligence artificielle? Eh bien oui. Eh bien oui, c'est de l'intelligence artificielle parce qu'une calculatrice va être capable de faire des opérations bien plus rapidement que votre cerveau ne pourrait le faire. Donc on peut considérer que c'est une forme d'intelligence artificielle. Alors, si on réfléchit de façon globale, et j'ai pris un deuxième exemple qui est celle de la cafetière programmable. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'intelligence artificielle? Pas forcément, pas certainement. Mais peut-on dire d'un drone cette fois-ci? Un drone fait-il appel à l'intelligence artificielle? Là encore, la question peut se poser. Là, on est plus dans la partie robot, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments matériels avec des éléments qui sont capables de se mouvoir de façon autonome. Revenons maintenant dans le dur, dans l'algorithme, d'accord, plus précisément, qu'est-ce qu'un algorithme? Eh bien, un algorithme, je vais désacraliser le concept, c'est tout simplement une méthode. Une méthode, c'est-à-dire une succession d'opérations qui sont anticipées, programmées à l'avance. Et donc, pour faire un jargon encore plus simpliste, on pourrait parler de recette. La recette, eh bien, comme pour un gâteau, on va commencer par dire, eh bien, il faut mettre les œufs, il faut mettre la farine, et on va donc suivre les étapes qui ont été programmées au départ dans le logiciel. Alors, il existe des logiciels d'un genre particulier qui vont apprendre par eux-mêmes. Des logiciels qui sont capables, quand ils font un gâteau, pour reprendre l'exemple que j'ai pris au préalable, eh bien de se dire il vaut mieux mettre les œufs en premier ou la farine en premier. Ils vont être capables d'étudier les différentes routes possibles et de choisir la meilleure des routes. On parle alors de machine learning. Le machine learning, c'est quand l'algorithme est capable lui-même de choisir une partie de la méthode. En revanche, ce que le machine learning et l'algorithme ont en commun, c'est qu'ils ne déterminent pas là où ils veulent aller. C'est-à-dire que c'est un humain qui, à la base, va dire à l'algorithme à quoi il sert, quel est le but de la recette. On peut aller plus loin encore avec le machine learning et on a ce que l'on appelle le deep learning, qui est simplement une déclinaison du machine learning. Mais sans rentrer dans trop de techniques, ce qu'il est important de comprendre lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, eh bien, c'est que l'intelligence artificielle n'existe pas. L'intelligence artificielle n'existe pas au sens propre du terme, dans la mesure où seul l'homme est capable de raisonner. Et par le raisonnement, on envisage ici de fixer les objectifs.
Donc moi, je vais vous parler d'intelligence artificielle, mais en tant qu'outil, en tant que calculatrice, c'est-à-dire un instrument qui va venir aider l'humain à aller plus vite, à être plus efficace, mais qui garde l'humain au cœur du système. Et comme on est aujourd'hui réunis pour parler des administrations fiscales, eh bien, je pense qu'il est important de revenir sur les missions de l'administration fiscale pour essayer de comprendre comment peuvent s'intégrer ces nouveaux outils technologiques dans le cadre des missions de l'administration. Alors, j'ai identifié 4 missions principales. La première, eh bien, c'est toute la partie déclaration de l'impôt. Donc, en ce qui concerne la déclaration d'impôt, on pensera notamment à l'assistance pour remplir les déclarations d'impôt, mais aussi à la collecte et au traitement de ces informations. On pensera bien évidemment ici que le fait d'avoir un support informatique peut être d'une grande utilité. On pensera notamment à toutes les données qui émanent du contribuable lui-même, mais également des autres parties telles que les employeurs, telles que les banques. On n'imaginerait plus à l'heure actuelle faire cette collecte d'informations à la main. L'informatique, l'outil, la technique est donc la bienvenue pour aider l'administration dans ces missions-là. Une deuxième fonction de l'administration, eh bien, c'est le recouvrement de l'impôt. Et là, je rebondirai sur ce qu'a dit Geoffrey avant moi. En effet, le cash a tendance à disparaître et en effet, le mode de paiement physique de l'impôt deviennent totalement marginaux. On est aujourd'hui sur des prélèvements qui sont souvent automatisés. À défaut, on aura à minima un virement qui sera fait. On a très souvent des retenues à la source. Donc là encore, il y a un process d'automatisation avec un outil qui va aider dans la réalisation des tâches. Une troisième mission que l'on peut identifier, c'est celle du contrôle fiscal. Eh bien, le contrôle fiscal, là encore, peut être aidé par la machine, par l'ordinateur. On distinguera première étape, l'identification de la cible, qui va être le contribuable vérifié. Ensuite, on passera à l'étape de vérification. On va croiser des données pour voir si ça tient la route. Et bien évidemment, là encore, l'ordinateur va pouvoir être d'un grand secours. Il y a également la phase d'enquête. Et pour cette enquête, on peut se demander si on pourrait avoir des enquêteurs robots. Est-il possible de décliner des drones qui vont aller enquêter sur la vie du contribuable ? Il y aura ensuite des phases qui sont plus juridiques, telles que la phase contradictoire et la phase contentieuse. Par ces 3 missions principales, je ne cherche pas à éluder les autres missions de l'administration fiscale. Tout d'abord, la fonction organisationnelle. Comme toute institution, elle doit s'organiser elle-même. Elle a également une fonction d'enregistrement, une fonction normative et également, très important, une fonction d'échange d'informations avec les autres administrations. Et dans ce domaine, le développement des technologies rend l'échange, le brassage des informations au niveau international totalement différent de ce qu'il faisait avant lorsqu'il devait être fait à la main. Donc la digitalisation des process de l'impôt va faciliter la réalisation des tâches. Alors quel est le véritable danger ? Le danger est-il de voir, comme pour le contrôle de voitures automobiles, de voir tous les agents des impôts disparaître pour être remplacés par des radars automatiques, des contrôleurs automatiques fiscaux. Je ne le pense pas, parce que je partage vraiment cette idée très généralement répandue que l'intelligence artificielle n'existe pas et qu'il faudra toujours qu'il y ait un homme pour expliquer à la machine ce qu'elle doit faire. Il n'en demeure pas moins que de nouvelles compétences vont devoir émerger. Et je rejoins totalement les propos de Geoffrey pour expliquer qu'on ne peut plus aujourd'hui ne plus aimer la technologie. Alors, on ne demandera pas à tous les agents des impôts de devenir des data scientists, mais à minimum de pouvoir comprendre ce qu'est la data et d'obtenir une compétence technique minimale va être un prérequis obligatoire. Et en effet, c'est à la source, c'est dès le stade des études qu'il va falloir former pour que la compétence fiscale soit associée avec la compétence technique. Alors, il y a le problème de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux aller chercher des techniciens pour en faire des fiscalistes ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher des fiscalistes pour leur donner une compétence technique en plus. Les avis sont partagés, mais en tout cas, les 2 compétences sont indissociables pour l'avenir de la fiscalité. Alors,
Ce que je vous propose pendant ma présentation, c'est de vous inviter à un petit voyage et nous allons faire un panorama d'initiatives nationales. Nous allons essayer de voir ce qui a été mis en place par les administrations de différents pays et en effet, j'ai pris un focus plutôt européen pour essayer de voir ce que pourrait être l'administration de l'impôt dans le futur. Alors, je ne peux pas m'empêcher de commencer par l'Estonie. L'Estonie qui est un très petit pays, mais qui en matière de digitalisation des services publics est probablement l'État le plus avancé au monde. Ils ont mis en place un numéro d'identification unique, une carte d'identité digitale qui va permettre aux citoyens d'Estonie d'être reconnus par l'ensemble des administrations d'État sous un seul et même identifiant. Donc, en effet, l'Estonie est un État qui est souvent cité en exemple parce qu'ils sont à la pointe de la digitalisation. Loin de là l'idée qu'ils n'ont pas de soucis, de problèmes, il y a une certaine complexité à mettre en place le système, mais pour sûr, ce sont les plus avancés. Après l'Estonie, je vous invite maintenant à voyager vers la Russie. La Russie, elle aussi, a eu une initiative intéressante que je partagerai avec vous. En Russie, à l'heure actuelle, il est obligatoire de télétransmettre toutes les factures. C'est-à-dire qu'on est sur une digitalisation entière des facturations avec obligation de transmission à l'administration fiscale. L'administration se retrouve donc avec une énorme quantité de données qui est constituée de l'ensemble des factures émises par les entreprises qui relèvent de sa juridiction. La conséquence directe, eh bien, vous pouvez le voir sur ce slide, c'est l'augmentation de la collecte de TVA. En effet, eh bien, en croisant les informations, en utilisant savamment les outils technologiques, l'administration fiscale a pu identifier les industries dans lesquelles la TVA était moins bien collectée, avec une progression spectaculaire des collectes de TVA. Alors ici, on est sur un focus fiscalité des entreprises, on est sur un focus TVA, et ici, on est vraiment dans la simplification de la collecte de l'information. On a automatisé la collecte de l'information via les facturations. Donc, pour revenir sur les différentes missions de l'administration, ici, c'est vraiment simplification de la collecte, donc étape de déclaration. Une autre initiative que je voudrais partager avec vous, c'est ce qui se fait en Italie. L'Italie a mis en place, il y a à peu près 2 ans maintenant, un algorithme qui lui aussi va être appliqué aux grandes entreprises. Et cet algorithme intelligent va utiliser la méthode du data mining analysis pour aller creuser dans les données qui sont remontées par les entreprises pour émettre ce que l'on appelle des courriers d'invitation. Alors, il existe en réalité 2 types de courriers. Le premier courrier qui pourrait être envoyé par le logiciel, eh bien, c'est en cas de retard de déclaration. Le logiciel va détecter que tel contribuable n'a pas rempli sa déclaration dans les temps et donc l'entreprise va recevoir un courrier l'invitant à régulariser sa situation avec des pénalités réduites si elle le fait dans le temps imparti. La deuxième lettre qui peut être émise, eh bien, c'est une lettre d'invitation à rectifier les erreurs. En effet, on se rend compte que parfois, eh bien, il peut y avoir des erreurs dans les déclarations qui ont été remplies. Et donc, le courrier ici va inviter à régulariser. Attention, j'insiste bien sur le côté invitation. Il ne s'agit pas d'un contrôle fiscal et on n'est pas dans une procédure au sens juridique du terme. Il s'agit simplement d'une information. On est donc ici sur la mission de collecte d'informations de l'administration, mais également une transmission de l'information inversée. Ce n'est plus le contribuable qui remonte l'information à l'administration, mais l'administration qui descend l'information au contribuable pour l'aider dans sa conformité fiscale. Donc là encore, en Italie, une belle initiative avec un focus sur les grandes entreprises. Alors, il ne faut pas croire que tout est beau et tout est facile. Je suis obligée de vous citer l'exemple de la Bulgarie qui a subi en juillet de l'année dernière un piratage monstre dans la mesure où environ 5 millions de contribuables bulgares ont vu leurs données piratées
C'est directement les serveurs de l'administration fiscale bulgare qui ont été attaqués par un hacker de 20 ans qui, depuis, a été identifié. On est ici dans un problème de protection des données personnelles. L'administration fiscale a été poursuivie en justice pour manquement à son obligation de sécuriser les données personnelles des contribuables. Pour autant, le mal est fait et la sanction ne peut pas réparer la diffusion qui a été faite des données personnelles des contribuables. Alors, autre exemple vers lequel je souhaite vous inviter, cette fois-ci, nous allons voyager aux Pays-Bas et je voudrais vous faire part d'une décision qui a été rendue en début d'année 2020, affaire qui a été appelée l'affaire SYRI, S-Y-R-I, pour pas qu'il puisse y avoir de confusion. Alors, SYRI, cela veut dire System de Risk Identification. L'idée était ici non pas une initiative fiscale, mais une initiative de contrôle des aides qui sont distribuées par l'État. Donc ici, on est vraiment sur les aides sociales et non pas sur la détection de la fraude fiscale. Il n'en demeure pas moins que le logiciel était à même de croiser les données de différentes administrations de l'État pour pouvoir identifier les bénéficiaires à risque. Ici, c'est très intéressant parce que la mission de l'État que l'on a visé à aider était celle du profilage, le profilage des bénéficiaires pour identifier ceux qui étaient le plus à risque. Ce qui a été très intéressant ici, c'est que la justice hollandaise a considéré que ce système était illégal. Pourquoi ce système était illégal? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'équilibre entre le respect de la vie privée des citoyens locaux et la recherche de lutte contre la fraude. La conclusion a été de dire que comme il n'y avait pas de proportionnalité entre les deux, le système était illégal. Le deuxième grief qui a été fait à ce système était son manque de transparence. En effet, on était face à une espèce de black box où on ne pouvait pas savoir comment le logiciel fonctionnait. Et donc, il était très difficile de faire un recours sur les conclusions de cet algorithme dans la mesure où on n'était pas capable d'expliquer, de comprendre comment il fonctionnait. Donc, deux raisons ici du mécontentement du juge. Eh bien, la première, c'est le manque d'équilibre entre les intérêts en présence. Et la deuxième, c'est l'opacité du logiciel en cause. C'est un petit peu le même genre de situation qui s'est présentée en France. En France, depuis le 1er janvier cette année, l'administration fiscale a le droit d'observer les informations qui sont rendues publiques sur certains sites Internet et certaines plateformes. Alors, de quoi s'agit-il ici? Eh bien, il s'agit de regarder la phase émergée du numérique pour essayer de prendre des informations et identifier s'il y a bien conformité entre les déclarations fiscales des personnes qui s'exposent sur certaines plateformes avec, par exemple, des voitures de luxe. Grosse levée de bouclier en France. Est-ce que cela est compatible avec les droits fondamentaux des contribuables? Est-ce qu'il y a là encore proportionnalité entre l'objectif poursuivi et la mesure déployée? Pour faire simple, est-ce qu'on n'essaye pas de tuer une mouche avec un bazooka? L'affaire a été présentée devant la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel que l'on appelle Conseil constitutionnel en France, qui a rendu une décision très intéressante que je vais vous présenter très rapidement. La décision a conclu en faveur du système. Le système est donc considéré comme légal. Mais le Conseil constitutionnel a pris soin de préciser les conditions nécessaires pour la légalité de ce système. Alors, la première de ces conditions, c'est que le système n'est mis en place que pour 3 années à titre de test. Il sera réévalué dans 3 ans pour voir exactement ce qu'il a donné en pratique. Dans les autres informations que partage le Conseil constitutionnel avec nous pour valider ce document, on notera déjà l'objectif. L'objectif, c'était bien la fraude fiscale, qui est un principe de valeur constitutionnelle en France. Ensuite, le logiciel a été encadré pour ne servir que dans certaines procédures fiscales, pour certains types de contrôles et pas de façon globale pour l'ensemble des contrôles de fiscalité.
Ensuite, il a été posé la condition qu'aucune reconnaissance faciale ne serait acceptée. Donc, le logiciel doit fonctionner sur de la donnée, mais absolument pas sur de la reconnaissance d'image. Ensuite, il a été prévu que des humains, et je reviens vraiment à cette notion, devaient au minimum avoir le grade de contrôleur et être habilités spécialement à traiter les informations qui seraient extraites par le logiciel et que ces personnes seraient tenues au secret professionnel. Une autre précision du Conseil constitutionnel a été de dire que toutes les informations qui ne seraient pas pertinentes devraient impérativement être détruites dans les 5 jours. Seules les informations pertinentes pourront être conservées le temps d'ouverture d'une procédure. Parce qu'en effet, il va falloir derrière déclencher une véritable procédure. Autre précision, eh bien, c'est le principe du contradictoire et en effet, le contribuable aura la possibilité de s'exprimer et de contredire les informations qui ont été collectées. Sous toutes ces réserves, et vous voyez qu'elles sont nombreuses, c'est pour ça que j'ai passé du temps à vous les expliquer, eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait juste proportionnalité et que le logiciel était donc légal. Alors, c'est très intéressant d'élargir le débat et de bien prendre en compte que l'intégration des nouvelles technologies dans la gestion de l'impôt implique de faire référence à différents corps de règles juridiques. Tout d'abord, il faut comprendre que le contribuable bénéficie d'un certain nombre de droits que l'on appelle les droits fondamentaux du contribuable. Mais également, le contribuable devient un émetteur de données personnelles. Et en cela, eh bien, c'est toute la protection des données personnelles qui lui sera applicable. Protection des données personnelles qui est très intéressante parce qu'elle va s'appliquer aux contribuables personnes physiques, mais de façon beaucoup moins directe aux contribuables qui seraient des personnes morales. On arrive donc ici à une distinction entre le contribuable personne physique et le contribuable personne morale qui peut lui être protégé par d'autres règles telles par exemple la protection des secrets d'affaires si elle existe dans la juridiction concernée. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de prendre en compte les nouveaux droits qui émergent. Est-ce que, et ça a très bien été précisé par Jeffrey avant moi, est-ce que le corpus juridique actuel permet, oui ou non, de faire face aux nouveaux défis de la digitalisation du management de l'impôt? Eh bien, certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Il est bien évident qu'il va falloir trouver un juste milieu dans les années à venir. Alors, pour bien comprendre de quoi il retourne, eh bien, il y a un certain nombre d'avantages que je vais avoir plaisir à évoquer avec vous maintenant et un certain nombre d'inconvénients à la digitalisation de la gestion de l'impôt. Dans les avantages, bien sûr, il y a la meilleure gestion de l'impôt. On va en effet faciliter à la fois la vie du contribuable et à la fois l'efficacité de l'administration fiscale. Il va y avoir un allègement des coûts. C'est évident, un raccourcissement des délais de traitement et en effet, Jeffrey parlait avant moi du real-time flow, c'est tout à fait possible, ce sera possible à terme. Également, on pourra augmenter l'équité dans le système de l'impôt parce que la machine pourra traiter plus de contribuables et donc élargir l'équité dans l'approche aux différents contribuables. Enfin, eh bien, un des avantages, c'est de démultiplier les possibilités de vérification à l'international. Il suffit de faire un simple copier-coller de fichiers pour que les informations soient partagées. Il ne faut pas oublier tous les inconvénients. Et en effet, il y a des inconvénients dans cette digitalisation. Tout d'abord, c'est la sensation de perte de contrôle de l'homme face à la machine. Personnellement, je reste assez confiante. Je suis convaincue que l'homme restera aux manettes. Mais en effet, la machine, la calculatrice, pour revenir à mon explication du départ, sera de plus en plus puissante. Donc, à l'homme de savoir la dompter. Il existe également un fort risque de discrimination. Tout d'abord, du fait de l'illettrisme numérique. En effet, comme les contribuables sont maintenant obligés de remplir leurs déclarations en ligne, eh bien, il ne faut pas oublier que certaines tranches de la population restent en marge de la transformation digitale et que certaines populations vont devoir être aidées
dans cette transition. Et puis, il ne faut pas oublier également tous les biais qui sont propres au machine learning. On sait en effet que certains algorithmes ont pu se révéler racistes. On a ici des véritables inquiétudes par rapport à la situation des plus pauvres d'entre nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une discrimination qui s'installerait par certains algorithmes à vouloir contrôler, comme ça a pu être le cas aux Pays-Bas, des personnes qui bénéficient des aides sociales et donc à prendre sur une partie seulement de la population et non pas sur la globalité de la population. Alors voilà le genre d'enjeux qui vont se présenter pour redéfinir ensemble les différentes missions de l'administration fiscale et ces différentes missions ont été décrites au départ de mon introduction et vous comprenez que l'intelligence artificielle va pouvoir venir aider dans chacune de ces missions sans aucune exception. Alors, avant de terminer mon propos, je voudrais vous interroger sur cette question et rebondir également sur ce qu'a dit Jeffrey avant moi. Jeffrey a présenté la blockchain comme étant la fin des intermédiaires et en effet, l'économie pourrait potentiellement se séparer d'intermédiaires clés. Mais en parallèle, il est possible de se demander si d'autres intermédiaires ne seraient pas en train d'émerger. Et d'où cette question. L'administration fiscale et les plateformes numériques sont-elles plutôt amies ou sont-elles plutôt ennemies? Eh bien, pour cela, je voudrais parler avec vous de l'exemple de la France et de Airbnb. Il faut savoir que la plateforme a su très rapidement se rapprocher de la ville de Paris sous une certaine contrainte parce que il était évident qu'il y avait des désagréments suite au développement de Airbnb. Et un des premiers désagréments, une des premières plaintes n'a pas émergé des hôtels, mais a émergé de la mairie de Paris elle-même, qui a vu ses rentrées fiscales diminuer du fait de la non-perception de la taxe de séjour. Et dans un espèce de gagnant-gagnant intéressant, Airbnb est devenu collecteur d'impôts pour la taxe de séjour pour la ville de Paris, modèle qui a ensuite été développé avec d'autres villes en France et à l'étranger. Donc, il est très intéressant de voir que ces plateformes deviennent une sorte d'intermédiaire privilégié dans la relation de l'administration fiscale avec ses administrés. Ça, c'était une première étape qui a eu lieu en 2014 en France. En 2016, l'administration fiscale a là encore utilisé Airbnb pour leur demander de simplifier, de faciliter le travail de déclaration des contribuables en imposant aux plateformes de faire un récapitulatif annuel de l'ensemble de l'activité qu'ils avaient pu avoir sur la plateforme. Ça, c'était pour 2016. Et en 2017, les plateformes ont à nouveau été mises à contribution avec une obligation d'aider leurs usagers à comprendre l'étendue de leurs obligations fiscales et sociales. La plateforme devient alors un intermédiaire pédagogique qui est là pour porter la bonne parole de la conformité fiscale. La relation n'est quand même pas 100% simple et je suis obligée de vous parler de la fameuse carte bleue Airbnb qui a fait scandale à un moment où en effet, pour éviter de rapatrier l'argent sur les comptes, il était possible d'utiliser une carte bleue émise depuis un territoire extérieur. Alors, où en est-on à l'heure actuelle? Eh bien, je vous ai déjà parlé de la possibilité des administrations fiscales d'observer la partie émergée de l'iceberg de la plateforme, d'aller voir ce qui s'y passe. Et il y a maintenant une obligation directe d'informer l'administration fiscale pour toutes les activités qui dépasseraient 3 000 € par an ou 20 transactions sur la plateforme. Les plateformes deviennent donc, à leur tour, fournisseurs d'informations, aident l'administration fiscale dans sa collecte de données. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense, et là-dessus je rejoins Jeffrey sans aucun souci, que les années qui viennent vont être des années riches, intenses. Il y a beaucoup de choses à cadrer, mais pour sûr, nous ne devons pas avoir peur des nouvelles technologies. Nous devons simplement voir le potentiel qu'elles représentent.
C'est ainsi que se conclut le segment présenté par Revenu Québec à l'occasion de l'édition 2020 de Tax Coop qui vise à favoriser, on se le rappelle, une vaste collaboration et une réflexion profonde sur, oui, les enjeux et les défis, mais aussi les opportunités qui s'offrent aux administrations fiscales. Au nom de toute l'équipe de Revenu Québec, merci d'avoir été des nôtres. Bonne continuation et portez-vous bien.